À vous, Madame, Messieurs les juges, je souhaiterais présenter un remplaçant de Madame Choubin qui nous a quittés il y a quelques semaines. Elle est remplacée par Madame Elena Salgado, qui va faire partie de notre équipe. Le président, je vous remercie. Monsieur McDonald, je souhaite bonne chance aux nouveaux membres de cette équipe. Et nous pouvons donc commencer de suite l'audience. Alors avant de commencer, j'aimerais lire une décision qui va être rendue. La défense de Monsieur Gbagbo a demandé le 15 octobre 2017 à ce que ce témoin ne puisse pas être considéré comme expert. Il s'agit du dépôt d'écriture 1048. La défense de M. Gbagbo rappelle que le 3 décembre 2015, elle avait indiqué qu'elle allait contester les qualifications du témoin 584 en tant qu'expert, notamment du fait de sa situation en tant que fonctionnaire et membre du bureau du procureur. La défense de M. Gbagbo précise également qu'il est approprié que le témoin 584 comparaisse en tant que témoin pour pouvoir expliquer les différents documents qu'il a préparés pour le bureau du procureur ainsi que la méthodologie adoptée. Le procureur a indiqué par voie de courriel le 9 octobre 2017 à 17h08 à la Chambre et aux parties qu'il était tout à fait disposé à répondre oralement à cette requête en présentant des arguments qui seront semblables à ceux qui ont déjà été présentés au sujet d'une requête déposée plus tôt. Compte tenu du fait que cette question a déjà fait l'objet de débats répétés dans ce procès, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les arguments oraux du procureur à ce sujet. La Chambre indique, tel que cela d'ailleurs a été mis en exergue par la défense de M. Gbagbo, que le statut de la Cour n'énonce pas de façon précise quelle est la procédure qui doit être retenue pour évaluer les qualifications et l'indépendance d'un expert ou la valeur de la déposition d'un expert. En conséquence, et je fais référence au pouvoir discrétionnaire d'une chambre afin de déterminer dans quel cadre un témoin expert peut être entendu et pour déterminer quels sont les critères qui vont régir l'évaluation de leur déposition. Pour ces raisons, la Chambre considère qu'il est tout à fait judicieux de réitérer sa pratique précédente et je fais référence à la décision orale du 30 mai 2017, compte rendu d'audience 163, page 41, ligne 2 à 4 en anglais, et la décision orale rendue le 29 juin, compte rendu d'audience anglais du 29 juin 2017, numéro 168, expurgé, page 62, ligne 3 à 9, pour le compte rendu d'audience anglais, dans lesquels il est indiqué que les témoins présentés comme experts par la partie qui les convoque sont entendus sans préjudice, soit pour les parties qui ont la possibilité de poser des questions au sujet du domaine d'expertise du témoin ou sans préjudice de l'évaluation de la Chambre relative au bien fondé de leur rapport et de leur déposition. Comme cela a d'ores et déjà été indiqué, et je vous renvoie à la décision orale du 4 septembre 2017, compte rendu d'audience 185 expurgé, page 6, ligne 11 à page 7, ligne 3 du compte rendu d'audience en anglais. Les parties sont tout à fait habilitées, autorisées à contester les conclusions présentées par un témoin expert, soit en posant leurs propres questions à ce témoin, ou alors en convoquant leur propre expert
faire lors d'une phase ultérieure. En conséquence, il n'est pas fait droit à cette requête. Ceci met un terme à la décision rendue oralement. Je souhaiterais maintenant demander à Madame l'huissière de bien vouloir faire entrer le témoin suivant dans le prétoire. L'accusation nous a demandé 2 heures. Et si nous essayons de terminer ces questions aujourd'hui, je pense que nous pourrions envisager une prorogation de l'audience aujourd'hui. Donc cela, bien entendu, est tributaire des parties. Je pense qu'il serait judicieux de terminer aujourd'hui pour ce qui est des questions qui seront posées à ce témoin. Bonjour, Monsieur Bakar. Bonjour, Monsieur le Président. Le Président, voilà l'étendue de mes connaissances en anglais, donc je vais maintenant m'exprimer en anglais. Donc, avant de donner la parole au bureau du procureur qui va commencer à vous poser ces questions, est-ce que vous pourriez décliner votre identité ? J'entends par cela, est-ce que vous pourriez nous donner votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance? Merci. Certainement, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le juge. Bonjour, Monsieur le juge. Et je salue les participants au procès. Je me nomme Éric Bakar. Je suis né le 13 septembre 1952 à Chambéry, en France. You're a French citizen. Le Président, vous êtes un ressortissant français? And as we Et comme nous le savons, vous êtes fonctionnaire au bureau du procureur, vous travaillez pour le bureau du procureur? C'est exact, Monsieur le Président. Since when and Depuis quand et en quelle qualité? J'ai été recruté par la Cour pénale internationale au bénéfice du bureau du procureur à la fin du mois d'octobre, je crois le 26 octobre 2004, en qualité de coordinateur des activités médico-légales. so, Donc, vous êtes le chef de l'unité médico-légale du bureau du procureur. Est-ce bien exact? C'est exact. L'intitulé exact est la section des sciences légales, qui est une section qui a été créée à la fin de l'année 2015 en remplacement de l'unité d'intervention scientifique, en anglais Scientific Response Unit. À la fin de l'année 2015, en décembre 2015, la procureure a décidé de transformer cette unité en une section qui comprend 3 unités elles-mêmes. Forensic Unit, ou unité s'occupant de criminalistique, c'est-à-dire des exhumations, des autopsies, des examens de victimes et des analyses d'exhibits ou d'artefacts. Une deuxième unité est l'unité de cyberenquête qui s'occupe de l'expertise scientifique sur la preuve digitale collectée à partir de ordinateurs, par exemple, mais également de données se trouvant sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et la troisième unité constituant cette section des sciences légales est l'unité d'imagerie qui a pour charge de faire des cartes, d'interpréter ou d'identifier des images satellites pertinentes
mais également d'améliorer des photos, des vidéos et d'autres activités, préparer des présentations pour la Cour. And just to understand, Et pour bien comprendre, est-ce que c'est vous qui dirigez cette section? and yourself, you Et vous, vous-même, vous êtes médecin légiste, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. Okay, so now Très bien. Je pense que tout est clair maintenant. Et les parties vous poseront leurs questions. J'en arrive maintenant à la question linguistique. Vous savez comment cela fonctionne. J'aimerais vous demander de parler lentement comme vous le faites maintenant. Essayez de ne pas parler en même temps qu'un autre orateur, d'autant plus que les questions vont vous être posées en français et que vous n'aurez pas besoin d'interprétation. Donc, si tel n'est pas le cas, si vous parlez en même temps que votre interlocuteur, je vous ferai un signe pour que vous ralentissiez votre rythme. Non pas pour que vous arrêtiez, mais pour que vous ralentissiez. a witness to this. Donc, vous êtes témoin dans cette affaire. Même si vous êtes fonctionnaire du bureau du procureur, vous avez été convoqué en tant que témoin. Et en tant que témoin, vous devez dire la vérité, quelle que soit cette vérité, mais vous devez dire la vérité. Et à cette fin, j'aimerais vous demander de bien vouloir prononcer la formule de l'engagement solennel que vous avez devant vous. Solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. So thank you very much. Merci beaucoup. Vous savez que ne pas dire la vérité représente un délit devant cette cour, un délit qui est punissable en tant que délit. Si lorsque des questions vous seront posées, vous avez un problème, adressez-vous à moi et nous essaierons de trouver une solution à ce problème. Si vous êtes prêt, monsieur, je vais donner la parole au bureau du procureur qui va donc vous poser ces questions. Thank you very much, Mr. Le président, monsieur Demerjean, vous avez la parole. Monsieur Demerjean, bonjour monsieur le président, bonjour madame, monsieur les juges. Alors, étant donné qu'il y a eu cette contestation de la part des parties, je vais passer quelques minutes à préciser le parcours professionnel du témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Alors j'aimerais débuter mes questions avec votre parcours académique et professionnel de façon brève, mais passons-y. Vous avez indiqué au président de la Chambre que vous êtes un expert en médecine légale. Vous nous avez remis votre curriculum vitae que j'aimerais afficher à l'écran à ce stade-ci. Alors, pour le greffe, c'est le CIV-OTP 0102 0007 à l'onglet 13. Je vous remercie. Alors, Dr Bakar, est-ce bien la version mise à jour de votre curriculum vitae que nous avons sous les yeux? Je pense que oui. Je souhaiterais faire défiler le document de façon à vérifier. D'accord. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu vers le bas? Ainsi que la page suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Oui, c'est exact. Je vous remercie. Si nous retournons à la première page, vous indiquez que en 1987, vous avez été nommé expert près de la Cour de Grenoble. Tout d'abord, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes toujours sur la liste des experts? Oui, c'est exact. Pouvez-vous nous dire brièvement quels sont les critères requis pour être admis comme expert à la Cour d'appel? Les critères tiennent en deux groupes. Le premier groupe est celui de la compétence professionnelle au travers des titres académiques, des diplômes qualifiants qui sont confirmés par le Conseil de l'Ordre des médecins. Je parle de diplômes universitaires. Le Conseil de l'Ordre des médecins doit évaluer si ces diplômes donnent droit à la qualification de spécialiste, notamment en médecine légale. Et le deuxième critère, c'est le parcours professionnel, l'expérience professionnelle dans la discipline considérée. Très bien. Nous voyons aussi qu'en décembre 1999, vous avez été nommé expert agréé par la Cour de cassation. Donc, je ne vous poserai pas de questions là-dessus, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer un petit peu votre expérience professionnelle en France avant que vous arriviez au milieu international, par exemple au TPY? Donc, votre expérience en France, en quoi est-ce qu'elle a consisté? J'ai tout d'abord exercé comme médecin généraliste au début de ma carrière professionnelle, après avoir obtenu le doctorat d'État en médecine, et tout en continuant des études de spécialisation, d'abord en médecine légale, puis en différents diplômes post-doctorat, des diplômes d'université, de façon à parfaire ma connaissance dans les différentes rubriques constitutives de la médecine légale. Je pense à la criminalistique, à la criminologie, à la toxicologie, à la balistique lésionnelle et d'autres diplômes qui sont énumérés dans mon curriculum vitae. Après avoir travaillé comme médecin généraliste et après avoir obtenu ces diplômes, j'ai orienté mon activité vers la pratique exclusive de la médecine légale au sein de l'hôpital universitaire de Grenoble. La particularité de la médecine légale en France, à la différence du monde anglo-saxon, c'est que la médecine légale concerne non seulement les personnes décédées, mais également les personnes vivantes. Et donc mon activité consistait non seulement à réaliser des autopsies, éventuellement à me déplacer sur les lieux de découverte de cadavres dans le cadre criminel ou de morts inexpliquées, mais également d'évaluer les séquelles présentées par des victimes, qu'il s'agisse de victimes d'agression, de victimes d'accidents du trafic, de victimes d'accidents médicaux, et d'établir, avant les séquelles, d'établir la relation de causalité entre le fait traumatique, le fait causal, et le tableau clinique présenté par les blessés. C'est donc cette activité-là qui m'a conduit à l'inscription sur le tableau des experts de la Cour d'appel de Grenoble. Puis, après un certain temps d'activité, sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation. Je ne sais pas si je dois... D'accord. Très
Très bien. Pouvez-vous nous dire peut-être globalement combien d'autopsies est-ce que vous avez performées au courant de votre carrière, approximativement, si vous avez un ordre d'idée? C'est un décompte macabre que je n'ai pas fait jusqu'à présent avec exactitude. J'avais fait ce calcul lorsque j'avais témoigné la première fois dans le contexte international. J'ai essayé, en prévision d'une question éventuelle, de le faire. Je dirais que le chiffre doit avoisiner 5000 autopsies. Et finalement, pouvez-vous nous citer peut-être les incidents les plus notoires dans lesquels votre expertise fut sollicitée en France? En France, Monsieur le témoin, je pense à une autre question. Donc, votre expertise a été sollicitée aussi au plan international selon le curriculum vitae que vous nous avez soumis. Pouvez-vous simplement préciser, donc, dans ces affaires-là, quel aspect de votre expertise a été sollicité? mon activité au plan international a débuté en 1999. J'étais intervenu comme médecin légiste dans la catastrophe du tunnel du Mont Blanc en France, où nous avions réalisé 100% d'identification de victimes dont les corps avaient été très dégradés par l'incendie. Et à la suite de ça, j'avais été contacté par le médecin légiste chef du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui voulait discuter avec moi d'un cas qu'il avait eu à connaître en Bosnie. À la suite de ça, j'ai participé aux campagnes d'exhumation, tout d'abord en Bosnie, en début d'année 99, dans la morgue de Visoko, puis en Croatie, à la morgue de Zagreb. Et j'ai postulé en fin d'année pour le poste de médecin légiste chef du TPY pour le Kosovo. Et ma candidature a été retenue. Et j'ai donc travaillé à partir de l'année 2000 pour le TPY comme médecin légiste chef de la morgue de Oraovac au Kosovo. Ensuite, lorsque le TPY a arrêté de s'impliquer directement dans les exhumations et les autopsies, c'est-à-dire à la fin de l'année 2000, on m'a demandé de superviser ou de monitorer les autopsies qui étaient réalisées dans des instituts médico-légaux nationaux des pays des Balkans, et notamment en Croatie et en République de Macédoine. Très bien, Dr Bakar, je vous remercie. Vous avez déjà expliqué à la Chambre les activités principales de votre section ici à la Cour, la section des sciences légales. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment votre section traite les missions qui lui sont soumises par les diverses équipes au sein du bureau du procureur? Les demandes que la section des sciences légales reçoit sont de divers ordres. Il y a tout d'abord des demandes qui sont très limitées, qui consistent notamment à la réalisation d'analyses criminalistiques, par exemple de téléphones portables collectés par des enquêteurs ou d'ordinateurs, ou de documents qui entrent en leur possession. Il y a également aussi des missions plus complexes qui demandent un déploiement
de scientifiques sur le terrain. En général, la demande est suivie d'un entretien avec la personne qui établit la requête, où des renseignements nous sont donnés. Nous avons ensuite un travail de préparation à partir de documents, d'imagerie satellite que nous pouvons obtenir soit en source ouverte, soit qui sont achetés auprès de compagnies ou demandés auprès de partenaires comme par exemple UNOSAT. Après ce travail de préparation, il y a une mission d'évaluation qui est conduite sur place, où s'il s'agit par exemple d'un examen de scène de crime, une visite du site est faite. S'il s'agit d'exhumation, de même, il y a une visite sur les lieux. Et la préparation qui est faite par la suite s'attache à la préparation sur le plan non seulement scientifique, mais également la préparation logistique. On nous demande par exemple de faire des examens de scènes de crime sur des sites qui sont très éloignés de toute ressource, ce qui nous oblige à nous déplacer avec un matériel qui nous permet de faire face à toute éventualité, parce que nous ne pouvons pas nous permettre, une fois au milieu d'un désert, de stopper la mission parce que nous n'avons pas prévu pour des juridictions internationales, dont le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le tribunal spécial pour le Liban. Très bien. Alors, j'aimerais passer au rapport que vous avez préparé pour cette affaire. Mais juste avant de regarder le premier rapport, j'aimerais que vous nous donniez une petite, clarifier un aspect de l'expertise médico-légale. Alors, nous avons entendu des experts précédemment qui ont fourni des conclusions sur la base d'autopsie, donc sur l'observation directe du corps d'une victime. Pouvez-vous nous dire quelle est la valeur de l'expertise basée sur l'évaluation de pièces documentaires? La valeur de ce type d'expertise est bien entendu, en me limitant au cas des autopsies, évaluer des blessures d'après des photographies est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce que les photographies peuvent être truquées, parce que la qualité photographique peut être médiocre, et donc la définition sera très imparfaite, parce que les photographies peuvent être prises par des non-scientifiques, ce qui fait que nous aurons certaines incidences, mais d'autres incidences manqueront, parce que souvent les victimes sont habillées et que les vêtements peuvent cacher des blessures. Enfin, parce qu'il manque l'examen visuel direct, la palpation, ce qui fait que la valeur probante, qui est laissée bien entendu à l'appréciation du magistrat, mais j'utiliserai la valeur significative, est limitée. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire ressortir dans mon rapport, où j'ai plutôt évalué l'absence de discordance et d'incompatibilité entre, d'une part, le document vidéographique qui m'était soumis
et les comptes rendus d'examen externe qui avaient été faits par des médecins légistes. Dans ce cas-là bien particulier, il y avait un facteur correctif d'importance qui était le fait que le corps avait été examiné par des médecins légistes. Dans le passé, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire, soit pour la justice française, dans des cas par exemple où un élément d'enquête intervenait a posteriori, mais où le cadavre par exemple avait été incinéré, de donner un avis au magistrat en faisant bien entendu ressortir les limites de cet examen. Ça a été également utilisé sur le plan international. Je me souviens dans le procès Milosevic, il m'avait été demandé de conduire ce type d'analyse dans un des incidents qui était l'incident d'Izbica, où les victimes avaient été filmées par un médecin kosovar et plusieurs jours après, il y avait eu une exhumation faite par alors je ne sais plus si c'était l'armée serbe ou les paramilitaires serbes. Les cadavres avaient été transportés et n'étaient plus disponibles. Et donc le seul élément était lié à cette bande vidéo qui avait été complétée par un examen de scène de crime conduite par une des équipes que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie avait déployé en 1999. Très bien. Alors, vous faites référence à votre rapport. Donc, si on peut la visionner, c'est la pièce 0084 4416. C'est à l'onglet 2 de notre liste. Et donc, pendant que le document apparaît, Dr Bakar, est-ce que vous diriez que cette méthode d'analyse sur pièce est exceptionnelle ou bien se fait-elle régulièrement? Cette méthode est rare. Il m'est arrivé une dizaine ou une quinzaine de fois de l'appliquer en France. J'ai cité l'exemple donc de l'utilisation au niveau du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est également quelque chose que nous avions appliqué pour la première commission d'enquête en Côte d'Ivoire, où j'étais expert scientifique pour cette commission. Disons que au niveau de la médecine légale, elle est rare. Elle est beaucoup plus fréquente au niveau des commissions d'enquête qui se basent sur des documents photographiques souvent pris par la presse ou par des témoins. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez l'image devant vous, Dr Bakar? Oui, tout à fait. Donc, page couverture, donc c'est votre rapport d'expertise sur le décès de Monsieur Diakité Yaya. Si nous pouvons passer à la deuxième page, s'il vous plaît. Si on peut agrandir la partie supérieure. Voilà, je vous remercie. Alors, on voit aussi que vous avez copié ici la lettre de mission qui vous a été confiée, c'est-à-dire d'apprécier la cohérence de différentes pièces relatives au décès de M. Yaya, comme vous venez de mentionner. Donc, on a ici une liste d'items qui étaient à votre disposition. Et j'aimerais apporter votre attention à l'item, au deuxième et au troisième. Donc, le deuxième est un fiche d'examen externe. Et le troisième est un rapport médico-légal d'examen externe. Et le troisième, en fait, est un procès verbal. Non, juste les deux premiers, pardon. Alors, nous verrons tout à l'heure que ces documents ont été préparés par les docteurs Botti et Yapoete. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez rencontré les docteurs Botti et Yapoete dans vos travaux?
J'ai rencontré le professeur Yapoété et le docteur Botti, pas dans le cadre de cette expertise. Je les ai rencontrés parce que ils font partie de l'Institut médico-légal d'Abidjan, qui est un institut qui, je crois, comprend une demi-douzaine de médecins légistes, et donc qui était en charge de l'examen des victimes des violences et qui avait procédé aux exhumations et aux autopsies et aux examens externes de ces victimes. Et pour cette expertise, non. D'accord. Alors nous voyons aussi qu'au-delà de ces deux documents, vous aviez aussi un dossier funéraire d'Interfu, une vidéo, ainsi que la déclaration d'un témoin. Alors pouvez-vous expliquer à la Chambre comment vous vous y êtes pris pour mener cette mission qui vous avait été confiée? J'ai tout d'abord visionné la vidéo de façon à essayer, tant que faire se peut, de ne pas être influencé ni par les constatations des médecins légistes, ni par la déposition ou le compte-rendu de l'interrogatoire du témoin. Mon attention avait été attirée sur le fait que seule une partie de la vidéo permettait de voir la victime. Sur la base de ce que j'ai vu, des lésions traumatiques apparaissaient d'emblée évidentes. Le deuxième temps a été de confronter les images montrées par la vidéo avec... J'avais procédé à un examen image par image des parties pertinentes, de confronter donc ces données aux descriptions des blessures qui figuraient dans les deux documents médicaux établis par le docteur Botti et le professeur Yapoété. Très bien. Alors, Dr Bacard, j'aimerais simplement regarder quelques aspects de votre rapport. Donc, pour clarifier certains aspects, je ne passerai pas à travers chaque ligne ou chaque paragraphe. Donc, j'aimerais que l'on tourne à la page 4, s'il vous plaît, à la partie inférieure. Le point 2.6. Très bien. Alors, sous ce point, Dr Bacard, le troisième sous-paragraphe indique que les membres inférieurs siègent d'une désaxation anatomique. Est-ce que vous pourrez nous dire de quoi s'agit une désaxation anatomique? Il s'agit d'un terme médical qui signifie que l'axe anatomique normal, pour parler avec des termes compréhensibles par tout le monde, la jambe normalement a un axe qui est un axe droit. Et dans le cas de M. Diakité Yaya ou de la vidéo qui était citée en référence, la victime présentait une déviation en baïonnette, une déformation en baïonnette de l'extrémité inférieure des deux jambes, mais qui était une déviation majeure. Il y avait pratiquement une perte des repères que j'ai trouvé confirmée dans le certificat d'examen externe qui parlait d'un lambeau cutané. La partie distale, c'est-à-dire grosso modo cheville et pied, ne tenait plus au reste de la jambe que par un pont cutané, par un morceau de peau. Très bien.
Et au 5e point, le paragraphe qui commence à 0151, à la fin de la 4e ligne, vous faites mention de syphose dorsale. Pouvez-vous nous clarifier ce terme? J'aurais dû effectivement, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un terme médical technique, expliquer dans une note de bas de page, la syphose est le contraire de la lordose. On entend davantage parler de la lordose lombaire, qui est cette courbure à concavité postérieure que nous avons au niveau des reins. La syphose, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une courbure dans le sens sagittal à concavité antérieure. C'est la voussure que nous avons au niveau du dos. Très bien, et là on parle du tronc, si j'ai bien compris. Oui. Très bien. J'aimerais que nous passions à la page 5, s'il vous plaît, au bas de la page. La section 3.1, identification. Le 3e paragraphe de cette section indique que dans le dossier funéraire, il est mention de la taille figurant sur le recto de la carte nationale d'identité, soit 1,81 m. Et vous indiquez que cette stature est compatible avec la valeur mesurée lors de l'examen post-mortem, soit 1,78 m. Pouvez-vous nous indiquer ce qui pourrait expliquer cette différence, malgré minime, cette différence de taille sur la carte nationale et lors de l'examen post-mortem? Cette différence de 3 cm est quotidiennement constatée lors des autopsies. Il y a eu des publications qui ont été faites d'ailleurs sur ce sujet et les causes sont parfaitement identifiées. La taille, tout d'abord, physiologiquement, est quelque chose qui varie, bien entendu, au cours de la vie, mais également chez les adultes. On considère qu'on perd approximativement 1 cm chaque décennie, tous les 10 ans. Ensuite, dans la journée, notre taille peut varier. Elle peut varier, c'est lié à l'hydratation ou la déshydratation des disques intervertébraux. On est davantage tassé en fin de journée qu'en début de journée. Elle est aussi fonction de la position dans laquelle on se tient. On connaît les enfants dont on mesure la taille et qui essayent de se grandir en effaçant syphose et lordose de façon à redresser la colonne. Il y a également une cause qui est une cause classique, qui est que dans les documents d'identité, cette taille n'est pas mesurée, elle est déclarée par la personne qui demande cette pièce d'identité et elle est pratiquement systématiquement surestimée. Ceci explique qu'ensuite, il y a les méthodes de mesure de la taille sur la table d'autopsie. La seule méthode qui donne une fiabilité à la mesure, c'est lorsqu'on utilise une toise, ce qui permet d'avoir des repères verticaux et une mesure à peu près convenable. Lorsque on mesure avec un mètre ruban, l'imprécision est encore plus importante. Et lorsque on demande à 2 opérateurs, par exemple, des tests ont été faits, de mesurer la taille d'un cadavre, on obtient aussi des différences. Tout ceci conduit à estimer un domaine d'incertitude dans la détermination de la taille. Je vous remercie. J'aimerais que nous tournons à la page 6, au point 3.2, bilan lésionnel. Et j'aimerais simplement dans ce paragraphe que vous nous expliquiez, donc dans le premier sous-paragraphe, le terme coup de pied, C-O-U, coup de pied.
Le terme coup de pied est un terme qu'on peut assimiler à cheville. C'est un terme qui est vieillot et qui était utilisé auparavant. C'était le coup, étymologiquement, le coup du pied. Une autre habitude anatomique est d'identifier le coup de pied comme étant situé sous la cheville, à la face antérieure du pied, c'est-à-dire immédiatement sous la cheville. Je ne saurais pas dans quel sens mes confrères ivoiriens ont utilisé ce terme. Personnellement, en regardant la vidéo, il me semble que ça se situe un peu au-dessus. Je parlerai plus du tiers distal de la jambe ou à la rigueur de la cheville que réellement des coups de pied. D'accord. J'aimerais passer à vos remarques à la page 8, donc le bas de la page, point 3.3. Ici, vous indiquez que votre première remarque porte sur le fait que la victime a manifestement fait l'objet de soins médicaux après les faits. Et vous notez dans le deuxième point, par exemple, un drain thoracique. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre dans quel milieu est-ce que tels soins peuvent être administrés ? Je pense qu'ici, il faut faire la distinction en fonction des pays et des possibilités en matière de médecine d'urgence des pays. Dans les pays qui disposent d'un service comme un SAMU ou d'ambulance médicalisée, la pose d'un drain thoracique est possible n'importe où. Il y a un médecin qui est à bord, il y a du matériel qui est du matériel stérile, et il y a des cas qui sont dramatiques où la vie de la personne est menacée par l'existence d'un épanchement sanguin à l'intérieur du thorax, ce qui définit un hémothorax. Donc la pose d'un drain thoracique visant à enlever la pression qui s'exerce sur le reste des organes intrathoraciques peut se faire sur le site ou dans l'ambulance. Dans d'autres pays, et la Côte d'Ivoire est dans ce cas, ce type de soins ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Très bien. Alors j'aimerais passer à la page suivante, qui est la dernière page de votre rapport. Donc au milieu de la page, vous traitez un petit peu de la topographie des blessures. Et ensuite, en bas de la page, vous avez aussi vos conclusions. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelle comparaison vous avez été en mesure d'observer en ce qui a trait aux blessures visibles sur la vidéo et celles notées par les docteurs Botti et Yapoete? Les blessures qui sont constatées sur les deux documents, je parle de la vidéo et les documents médicaux, sont essentiellement les blessures visibles au niveau des membres inférieurs. Au niveau de l'extrémité de ces membres inférieurs, elles sont évidentes, elles sont majeures, et dans ce sens-là, elles sont visibles. Ensuite, une blessure est devinée, je serai très prudent, au niveau du coude, parce que la caméra ne reste pas assez longtemps, parce que l'angle d'incidence n'est pas celui qui permettrait de voir totalement cette blessure.
Pour le reste, toutes les blessures, soit au niveau de la fesse, soit au niveau du thorax, toutes ces blessures sont dissimulées par les vêtements ou la position de la victime. D'accord. Et en ce qui a trait à l'identité de la victime, vous aviez donc comme source la déclaration d'un individu, d'un témoin qui connaissait cette personne. C'est exact ? C'est exact. Et il y avait aussi des vêtements qui correspondaient approximativement. Bien entendu, seule la couleur permettait d'être orienté. La taille était aussi compatible. Encore une fois, le but était surtout de détecter des discordances et des éléments qui auraient permis d'exclure qu'il s'agissait de cette victime. Très bien. Et nous voyons vos conclusions donc en bas de cette page. Et vous indiquez qu'à l'examen des diverses pièces, il n'existe aucun argument médico-légal susceptible de mettre en doute l'identité de la victime, M. Diakité Yaya, ni les conclusions médico-légales quant aux causes et circonstances de sa mort. Donc, à ce stade-ci, je n'aurai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Ce que je demanderais, c'est que le rapport ainsi que les documents auxquels l'expert fait référence soient aussi soumises, sauf exception de la déclaration, puisque le témoin viendra plus tard selon la règle 68.3. Donc je vais simplement lire les IRN des autres documents que j'aimerais soumettre. La vidéo avec le ERN 00461283, la fiche d'examen externe 00830072, le rapport médico-légal externe 00831350 et le rapport interfu 00842869.